Par lumière sur un concept qui éclaire l'actualité, celui du nationalisme banal ou ordinaire. On y reviendra avec notre invité. Alors que demain s'ouvrent les Jeux paralympiques de Paris, on s'apprête à retrouver dans les rues et dans les stades la ferveur qui a porté les athlètes français lors des Jeux olympiques, à tel point que les Français auraient été pris d'une frénésie patriotique autour de Léon Marchand, des frères Lebrun ou de Cassandre Beaugrand. Si les Jeux olympiques et l'enthousiasme autour des athlètes français sont une manifestation visible et sonore de l'appartenance à la nation, il existe bien d'autres éléments plus quotidiens qui permettent une compréhension discrète, presque subliminale, de ce qui unit les membres d'une même société, un patriotisme banal de tous les jours, comme l'a théorisé le Britannique Michael Billig, chercheur en sciences sociales, dans un ouvrage paru en 1995. Alors pour parler de ce concept qui nous éclaire, un invité, Vincent Martini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique et vous avez écrit entre autres Penser le nationalisme ordinaire. Ça a apparu en 2010 à raison politique. Et on commence, Vincent Martini, avec l'actualité présente, les Jeux paralympiques, l'actualité de l'été, les Jeux olympiques. En Allemagne, la presse restait frappée il y a quelques semaines par, je cite, l'extase collective qui régnait à Paris. Est-ce que cela a à voir, selon vous, cette ferveur, lorsqu'on observe nos athlètes, nos médaillés, le drapeau français, lorsqu'on écoute la Marseillaise entonnée par eux, cette ferveur, est-ce qu'elle a à voir avec le nationalisme ? Alors oui, avec le nationalisme, c'est une évidence, puisque, comme le dit Michael Billig, le nationalisme, ce sont des gens qui agitent frénétiquement un drapeau ou qui chantent un hymne national. Alors évidemment, ça, le pendant les Jeux nationalisme. olympiques, oui, parce que dans la littérature anglo-saxonne, le nationalisme n'est pas, comme en France, une exacerbation du sentiment national. Il y a une continuité. Ça, c'est une des grandes leçons des études du nationalisme qui sont essentiellement faites en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il y a une continuité dans le rapport au fait national entre une sorte de répétition, une adhésion au fait national de manière quotidienne, ce qu'on pourrait peut-être nous appeler le patriotisme, et son exacerbation, qu'elle soit positive ou négative, le nationalisme. Et c'est vrai que ce terme de nationalisme, il est contre-intuitif en langue française parce qu'on a l'impression que le nationalisme fait référence hier à Charles Maurras, aujourd'hui à ses héritiers, au Rassemblement national ou à M. Zemmour. En réalité, c'est ce que nous enseignent les études du nationalisme. Il y a cette grande continuité dans notre référence au sentiment national. Et donc, Michael Billig, lui, introduit ce concept du nationalisme ordinaire pour dire, dans notre vie quotidienne, sans même que nous nous en rendions compte, eh bien, nous sommes nationalisés. Il y a des façons d'être qui, au quotidien, sommes nationalisés. Donc, pour finir sur les Jeux Olympiques dont vous parliez, c'est à la fois une façon très consciente, parce qu'on est conscient de soutenir l'équipe de France, de soutenir les athlètes français. Et en même temps, c'est banal, c'est ordinaire, parce qu'on n'y voit pas, évidemment, de manifestation d'un nationalisme excessif dans cette manifestation qui est un mouvement d'effervescence collective dont parlaient des gens comme Durkheim, c'est-à-dire ces moments où tous ensemble, nous communions dans une ferveur qui n'est pas seulement patriotique, qui est aussi une ferveur du sport. On va venir à Michael Billig et à son œuvre, évidemment, mais avant cela, quand vous établissez un continuum entre ce nationalisme ordinaire et ce nationalisme chaud, dangereux, qu'on connaît peut-être un peu mieux, est-ce que cela veut dire qu'il y a déjà en germe, dans ce nationalisme banal, quotidien, ordinaire, le germe d'un nationalisme, allez, guerrier, belliqueux ? Oui, en tout cas, c'est ce que pensent la plupart des théoriciens du nationalisme, c'est qu'il faut imaginer le nationalisme comme un bouton. Il peut être sur la position 0 ou 1, et là, c'est banal, c'est quand vous peinturlurez les visages de vos enfants en regardant un match France-Allemagne devant la télévision. Puis si vous augmentez un peu, c'est quand vous vous faites les défenseurs un peu plus acharnés d'une équipe nationale, d'un symbole national. Et puis quand vous le poussez au maximum, eh bien, c'est soit quand la nation est en danger, vous souhaitez vous battre pour la défense. On pense à l'Ukraine, évidemment, mais pas que, ou à la France pendant la Seconde Guerre mondiale, voire lorsque vous vous lancez dans des invectives plus ou moins violentes contre d'autres nations ou des minorités. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'écrivait Jean Garrigue dans une tribune dans le journal Le Monde. Je le cite, le nationalisme des supporters français a été d'ouverture, de fraternité, d'inclusion, aux antipodes du nationalisme fermé et d'exclusion que l'extrême droite a cultivé depuis la fin du 19e siècle. Là, on a une opposition et non un continuum. Alors, est-ce qu'il a tort, Jean Garrigue ? Non, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. C'était Michel Vinocq, l'historien, qui avait conceptualisé ce nationalisme ouvert contre le nationalisme fermé. En France,
on dit patriotisme versus nationalisme. On se souvient de la phrase de François Mitterrand, le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres. Mais sur le plan scientifique, ça ne tient pas vraiment debout en réalité. On sait très bien que ça fait référence à un même type de sentiment. Que ce sentiment tombe du bon côté de la pièce ou du mauvais est une autre affaire. Et encore une fois, il n'y a pas de valeur morale là-dedans. Encore une fois, il n'est pas forcément mauvais de se sentir appartenir à une communauté. Et d'ailleurs, de nombreux penseurs du nationalisme ont mis en avant la dimension libérale au sens politique du nationalisme. On peut tout simplement se sentir bien dans une communauté, apaisé, entouré des gens qui sont les nôtres, entre guillemets, sans pour autant se vouloir guerrier ou vouloir la mort du voisin. Mais quand même, il y a un continuum de pensée entre ceux qui défendent la terre qui ne ment pas et ceux qui vantent le terroir, par exemple. Alors venons-en à Michael Billig. On dit Michael Billig ou Michael Billig d'ailleurs? Michael Billig en anglais. Michael Billig, très bien. Rappelez-nous qui il est, cet universitaire britannique né en 1947, spécialiste de psychologie sociale expérimentale. Quand je lis ça, rien à voir a priori avec la science politique? Absolument rien à voir. D'ailleurs, lui-même n'a jamais revendiqué être un politiste. Il est plutôt un sociologue, voire un psychologue des foules. Il s'est beaucoup intéressé à la psychologie sociale, mais c'est quelqu'un qui a des goûts très athlétiques. Il a fait sa carrière essentiellement à l'université de Loughborough, en Grande-Bretagne. Et il a développé des passions diverses pour la psychologie sociale, pour le rôle des idéologies, du sens commun, mais aussi pour l'humour ou encore le rôle des juifs dans les origines du rock'n'roll. Donc il a une espèce de carrière assez amusante. C'est un personnage en couleur, spectre très large, curieux d'énormément de choses, et qui en 1995, un peu par hasard, va faire paraître ce livre qui fait l'objet vraiment d'une véritable bombe dans le monde des études du nationalisme. C'est tout d'un coup, il nous dit: le nationalisme n'est pas, comme on le pensait jusqu'à présent, une condition exceptionnelle de la vie des nations. Elle est la condition endémique de son fonctionnement. Il ne s'intéresse pas à la construction des nations, mais à son fonctionnement quotidien. Alors on va y venir à cette substance, la substance du livre de Michael Billig. Mais avant cela, pourquoi s'intéresser dans les années 90 à un concept comme celui-ci? Pour moi, les années 90, c'était l'époque, la décennie post-nationale et presque la fin de l'histoire, disaient certains. Ouais, justement, il a voulu prendre un peu le contre-pied de ce que disait Francis Fukuyama quand il disait c'est la fin de l'histoire, la démocratie, les nations c'est terminé. On parlait à l'époque de village global, vous vous en souvenez. C'est le début de la mondialisation. Même. En 95, c'est simple, c'est vraiment ce que les historiens appellent le début de la mondialisation. Explosion des échanges, arrivée d'Internet dans la société. Donc on pense que les nations sont un résidu de l'ère industrielle, que tout ça c'est terminé. Et évidemment, le livre de Billig doit aussi son succès à ça. C'est celui qui va dire attention, les nations c'est pas fini. Au contraire, nous sommes plus que jamais socialisés à être des nationaux, même si ça ne prend pas une forme guerrière. Et je crois que c'est encore une fois ce qui fera une grande partie du succès du livre. Alors il faut nous donner quelques exemples un peu concrets, Vincent Martini. Comment s'incarne ce nationalisme ordinaire, ce nationalisme banal? On donne toujours l'exemple du drapeau, j'imagine qu'il y en a bien d'autres. Oui, il y en a bien d'autres, mais enfin, l'image du drapeau est intéressante. Il dit c'est pas un drapeau qu'on agite avec ferveur, le nationalisme ordinaire, c'est un drapeau qui pend, sans qu'on s'en rende compte, à la sortie d'un édifice public et qui vous rappelle, dans votre vie quotidienne, que vous êtes bien en France ou en Italie ou en Allemagne. C'est 1000 signes dans votre vie quotidienne qui vous montrent que vous êtes dans un pays. Moi, j'avais parlé d'un exemple qui était celui de la gastronomie, par exemple. Le rappel de la supériorité de la gastronomie française, de ses charmes, de ses qualités. Cette fameuse baguette de tradition française introduite par le gouvernement Balladur en 1993. L'idée de la tradition française, tradition étant évidemment une connotation positive, et puis française, une baguette française, ça ne peut être que la meilleure baguette du monde. Ce sont 1000 petits signes qui, dans notre vie quotidienne, nous rappellent que nous vivons bien en France et que c'est une bonne chose d'appartenir à cette nation qui est la France. Et donc, Billig nous donne des exemples, mais il le montre aussi dans certains musées qui, a priori, n'ont rien à voir avec le nationalisme ou même l'histoire de France, mais qui pourtant, par 1000 petits signes, vous montrent la supériorité des paysages, de telles richesses géologiques, de telles richesses historiques, et qui vous montrent que le pays dans lequel vous vous trouvez est bien d'abord le vôtre, et qu'il est quand même intrinsèquement, si ce n'est supérieur, en tout cas qu'il a une vertu particulière qui mérite d'être soulignée. D'où est-ce qu'il vient ce nationalisme ordinaire? Est-ce qu'il est ex cathedra? Il vient d'en haut, comme ça, organisé par l'État, par quelques personnes qui rêvent de nation et de nationalisme jour et nuit, ou il est le fruit du travail de chacun d'entre nous? Alors ça, c'est intéressant parce que justement, dans la théorie de Billig au départ, c'est plutôt un modèle statocentré, c'est-à-dire c'est l'État qui le met en place. C'est un modèle de haut vers le bas, parce que la plupart des penseurs du nationalisme, comme Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, qui ont écrit des grands livres sur la construction des États-nations, ils parlent beaucoup de l'État. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et les chercheurs comme Hélène Thiollet, Étienne Smith et d'autres avec moi dans l'article de revue, enfin la série de revues qu'on a fait publier, c'était comment de nombreux autres acteurs, le marché, les individus,
participent à la construction du nationalisme ordinaire dans leur vie quotidienne. Le marché aussi? Oui, le marché, bien sûr, puisque regardez, pas dans la gastronomie, par exemple, dans les publicités. Vous verrez 1 milliard de références, et je suis sûr que vos auditeurs et vos auditrices y feront attention lorsqu'ils regarderont une publicité. 1 milliard de petites références au bon vivre de la France, à pourquoi une entreprise est particulièrement enracinée dans un espace. Ce sont par exemple les saucisses Certa, vous savez, cette publicité des années 80, vous voyez le petit garçon dans le petit village, bien français, qui faisait cuire une saucisse pourtant qui ressemblait plus à une saucisse allemande qu'à une saucisse française, mais il n'empêche, ça nous rappelait l'imaginaire français. Donc voilà, on avait francisé la saucisse. Il y a une coproduction par, encore une fois, une série d'acteurs dans la société, justement en un récit national. Et si on revient aux Jeux Olympiques, par exemple, vous voyez bien que ce n'est pas l'État qui a décidé que tout le monde devait chanter la Marseillaise. C'est à la fois les citoyens qui se sont sentis vouloir s'emparer de cette dimension-là, là de manière, c'est vrai, ordinaire, banale, parce qu'ils n'y voyaient pas une manifestation d'effervescence nationaliste particulière. Bon, évidemment, on soutient son équipe, mais en même temps, on est capable de soutenir d'autres équipes. On se vante du spectacle des nations. Hein. Ce n'est pas seulement soi qu'on défend, c'est aussi l'idée même qu'il y ait des nations qui, dans une compétition saine, mais aussi dans une harmonie de la compétition, eh bien, peuvent se retrouver dans un événement comme les Jeux Olympiques. Et les marques très nombreuses qui ont sponsorisé les Jeux Olympiques participent évidemment de cette reproduction d'un monde de nations. Je voudrais citer Vincent Martini, Michael Billig, lui-même, l'ensemble des habitudes idéologiques qui permettent aux nations occidentales établies d'être reproduites. Eh bien, ces habitudes ne sont pas extérieures à la vie quotidienne, comme l'ont supposé certains observateurs. Chaque jour, la nation est indiquée ou balisée dans la vie des citoyens. Le nationalisme, loin d'être une humeur intermittente dans les nations établies, en est la condition endémique. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il veut dire par la condition endémique? Ça veut dire que c'est la structure fondamentale de notre vie en société. Une des structures fondamentales. Alors, c'est une des critiques qu'on va lui faire. On va lui dire qu'il pense que l'appartenance nationale prend le pas sur toutes les autres appartenances. Nous, on a essayé de démontrer qu'en réalité, nous sommes traversés par une multiplicité d'identités, évidemment, mais que l'identité nationale, ou en tout cas notre fierté nationale, mais ordinaire, encore une fois, pas besoin d'agiter un drapeau, tout simplement le fait de se sentir fier d'être français. Je rappelle que dans les enquêtes du Cevipof à Sciences Po, par exemple, plus de 75% des Français se déclarent fiers d'être français. Les Français interrogés dans les enquêtes scientifiques. Bon, a priori, on pourrait très bien dire pourquoi être fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Est-ce que les gens expliquent pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Non, parce qu'on ne va pas au-delà de ça. Ça mériterait d'ailleurs de faire des travaux sur ces questions-là. Il y a quand même une collègue qui a d'ailleurs travaillé à l'époque avec nous dans ce collectif sur le nationalisme ordinaire, qui avait travaillé sur le nationalisme au berceau. Catherine Trossel, elle a fait une très bonne thèse sur ce sujet, suivie d'un livre. C'est-à-dire qu'elle montrait qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, les enfants sont déjà totalement conscients qu'ils appartiennent à une nation, que cette nation, c'est la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, et que cette nation est quand même intrinsèquement supérieure aux autres nations. Il vaut mieux être français qu'autre chose. Et qu'elle s'était rendue compte que cette socialisation, elle intervient très tôt. Évidemment, elle n'intervient pas par le biais de parents nationalistes qui éduqueraient leurs enfants à aimer la France. Mais dans la vie quotidienne des enfants, ils sont déjà conscients très tôt à quel point ils sont socialisés dans un monde de nations. Est-ce qu'on sait si c'est vrai dans les autres pays, par exemple? Est-ce qu'en Allemagne, au berceau, ils savent déjà si c'est un peu mieux d'être allemand que français? Mais absolument. Son enquête était transnationale. Elle faisait une comparaison entre la France et la Grande-Bretagne. Elle se rendait compte qu'en Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose, à peu près aux mêmes âges, après avec des différences. Par exemple, notamment, elle s'était beaucoup intéressée à la place de la différence. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, il était bon d'être britannique. Et ce qui expliquait, en vérité, la vertu de l'identité britannique, c'était l'éloge de la différence. Alors qu'en France, remarquez que les petits garçons, les petites filles s'enorgueillissaient d'être pareils, d'avoir une forme d'homogénéité. Et donc elle y voyait là, évidemment, les ferments de troubles politiques qui sont les nôtres dans la vie d'âge adulte. Je voudrais qu'on revienne, Vincent Martini, sur le concept de nationalisme ordinaire forgé par Michael Billig. Si on en fait la généalogie de ce concept, vous nous avez dit en préparant cette émission qu'il avait un peu à voir avec le concept d'habitus de Pierre Bourdieu. Alors en quoi? Oui, en fait, d'habitus, et voire même d'habitus national, tel que l'avait défini Norbert Elias, auquel Michael Billig ne fait pas référence directement. Mais c'est-à-dire qu'encore une fois, l'habitus, c'est la façon dont nous sommes, encore une fois, socialisés à des formes de routine, à des formes d'habitude, à des façons d'être le plus souvent inconscientes. Ça, c'est la force de l'habitus. Le plus souvent, ces processus sont inconscients. C'est ça que nous dit Billig, qui a lu Bourdieu, évidemment, et qui dit, mais ce ne sont pas des choses que nous reproduisons consciemment. En réalité, la plupart du temps, nous le faisons sans y penser. De la même manière que le drapeau, auquel nous ne faisons même plus attention à la sortie de l'édifice public, appartient à notre réalité visuelle. Eh bien, nous reproduisons la nation dans notre vie quotidienne. Nous participons au fameux plébiscite de tous les jours dont parlait Ernest Renan, de manière complètement ordinaire, de manière banale. D'où, justement,
une discussion que j'avais eue, une de mes collègues qui avait traduit Michael Billig en français, Sophie Duchesne, qui est professeure à Sciences Po Bordeaux, et qui, elle, avait choisi de garder l'anglicisme en français, banal nationalism en anglais, nationalisme banal, parce qu'elle pensait que, comme le pensait Billig, il y avait une banalité du mal, comme dirait Hannah Arendt, dans le nationalisme, parce que Billig est très critique. Moi, j'avais préféré me référer à la question de ordinaire, parce que Michel de Certeau parle des scènes de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, de tous les jours. C'est ça qui m'intéressait. Il est temps, Vincent Martini, d'entendre, d'écouter même la voix de Michael Billig. I'm not a child of the 21st century. I'm a child of the 20th century. Je ne suis pas un enfant du 21e siècle. Je suis un enfant du 20e siècle. Which was the most violent century. Qui a été le siècle le plus violent que l'on ait connu. Slaughtering in the name of nations. Ce fut un carnage au nom de la nation. That the national identity. Le problème, c'est que l'identité nationale with the one organization which is permitted est détenue par ceux qui ont le monopole sur les armes de destruction. Of destruction, the weapons of violence, and which actually can order et qui peuvent obliger leurs propres citoyens à participer à des actes meurtriers collectifs. Je préférerais que les sentiments d'affection soient plus partagés, plutôt qu'être concentrés comme ils le sont aujourd'hui. La voix de Michael Billig, et je vous voyais opiner du chef Vincent Martini durant cet extrait. Qu'est-ce qui vous frappe ? Oui, ce qui me frappe, c'est que Michael Billig, il est très en ligne avec les autres penseurs du nationalisme. Je parlais tout à l'heure de Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm. C'est un homme du XXe siècle, il l'a rappelé. Et donc un homme pour qui le terme de nationalisme, même de manière ordinaire, banale, est foncièrement dangereux. C'est que ce bouton, on peut toujours le mettre à 10 et il sait ce que ça veut dire parce qu'il a vécu ou il est né dans une époque où l'Europe sortait d'une destruction massive à cause du nationalisme. Il y a un pessimisme terrible dans les propos. Absolument terrible et surtout une critique fondamentale de l'idée de nation. Il pense qu'il n'est pas possible d'avoir une identité nationale qui soit bénigne, qui soit même positive. Et c'est là, je crois, où la nouvelle génération des gens qui enquêtent sur le nationalisme ont un peu évolué. Ou sur les questions d'appartenance nationale plutôt que le nationalisme lui-même, pour reprendre vraiment la conception française. Moi, j'ai fait ma thèse sur les questions d'identité nationale, par exemple, et je me suis beaucoup intéressé dans les années 80, dans la manière dont les gouvernements de gauche, socialistes, à travers la question de la politique culturelle, faisaient l'éloge des différences tout en défendant une France qui était supérieure, justement parce qu'elle faisait une place aux différences, à la démocratie culturelle, etc. Donc, je n'ai pas forcément perçu la question du nationalisme ordinaire comme négative, en réalité. Et oui, c'est vrai que toute chose porte son propre danger. Hein. Il y a des boutons, un peu de nucléaire peut-être ne fait pas de mal, beaucoup fait certainement du mal. Est-ce que pour autant il faut le bannir ? Bon, ça, je laisse les auditeurs et les auditrices avoir leur propre idée sur cette question. Mais sur la nation, il me semble qu'il y a, dans les questions d'appartenance nationale, potentiellement, si ce n'est des vertus, au moins des déficits qui sont bénins. Enfin, c'est assez bénin. On peut tout à fait, encore une fois, se parturer le visage et chanter « Vive la France » pendant 2 heures. Ça ne fait pas de vous des suppôts de Marine Le Pen. Ben, ça dépend des circonstances. C'est toujours pareil. Encore une fois, quand vous êtes un chercheur en sciences sociales, le contexte compte énormément. Ce qui est vrai, c'est qu'encore une fois, on a tous en nous une graine qu'on peut activer. Cette graine, elle peut être activée de manière extrêmement périlleuse pour le destin collectif. Mais quand je disais tout à l'heure, en début de cette émission, qu'il y a un point commun entre ceux qui défendent le terroir de manière la France où il fait bon vivre, disait Pierre Nora, et ceux qui défendent la terre qui ne ment pas, les héritiers du maurassisme, ils ont un point commun. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a en chacun de nous un Charles Maurras qui s'ignore. Ça veut dire qu'on peut tout à fait défendre, je sais pas moi, le vin de son coin ou la cuisine locale et avoir du plaisir à se sentir appartenir sans pour autant, encore une fois, passer à l'étape supérieure qui est celle du conflit avec les autres. Encore une fois, nous avons la chance de vivre pour l'instant dans des espaces politiques, au moins en France et en Europe occidentale, dans lesquels la guerre ne nous confronte pas, en tout cas pas directement, à ces confrontations d'identité nationale qui peuvent se muer en nationalisme guerrier, même si là, j'effectue une différence, et Michael Billig peut-être ne la fait pas totalement,
entre les nationalismes du populisme d'extrême droite que nous connaissons et ceux dont parle Michael Billig. On va y revenir, mais avant cela, si l'on s'arrête un instant sur ce concept de nationalisme ordinaire, de nationalisme banal, il a été forgé dans le monde anglo-saxon, il a circulé dans cet espace-là. Est-ce qu'il a été intégré correctement en France? J'ai l'impression qu'il est à la fois méconnu et que lorsqu'on l'intègre, il est mal compris. Oui, c'est vrai. D'abord parce qu'il a fallu beaucoup de temps, parce que le terme de nationalisme s'impose dans la littérature académique française. Encore une fois, je rappelle que moi, quand j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire au tournant des années 2010, eh bien, on hésitait beaucoup à utiliser même le terme d'identité nationale. Rappelez-vous que Gérard Noiriel avait fait un livre très critique qui s'appelait « À quoi sert l'identité ?» et qui est un livre qui disait on ne peut même pas utiliser le terme. Le terme est déjà les vraies appartenances identitaires, elles doivent être sociales. Toutes les autres combats identitaires sont négatifs. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a toujours un peu de péril à utiliser. Ça veut dire quoi? les C'est un questions sujet d'identité. tabou? C'est un sujet interdit par la recherche à la fin Non, du XXe siècle? je dirais pas ça. Je dirais que c'est un sujet extrêmement critiqué. Les questions d'identité font l'objet à la fois d'une très grande attention à la fin des années 90 et surtout dans les années 2000, mais au moment où elles coïncident avec la résurgence du débat autour de l'identité nationale par Nicolas Sarkozy en 2007, ça devient une matière inflammable. Et moi, je me souviens avoir à l'époque interviewé dans le cadre de mes recherches Jack Lang pour lui parler des années 80 et la façon dont il avait parlé d'identité nationale. J'avais sous la main 50 textes où il parlait d'identité nationale en 81, évidemment, mais pas de la même manière que Nicolas Sarkozy. Et il me dit, ce terme, je ne l'ai jamais employé. Pourquoi? Parce qu'il avait là, devant les yeux, la façon dont Nicolas Sarkozy agitait le ministère de l'immigration, l'identité nationale. Et évidemment, il disait ça n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire. Donc ce terme était un peu difficile à employer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a eu quand même toute une série de travaux qui se sont intéressés à cela, même s'ils ne l'ont pas forcément fait sous le terme de nationalisme ordinaire. Je vous cite cette fois le Washington Post qui revient sur les élections européennes du mois de juin dernier. L'Union européenne, longtemps saluée comme un bastion post-national des valeurs libérales, n'est pas seulement devenue une terre hospitalière pour le nationalisme illibéral, elle pourrait être le creuset d'une nouvelle ère dans la vie politique occidentale sous le signe de l'extrême droite. Fin de citation. Si on reprend la théorie que vous avez établie au début de notre entretien, selon lequel il existe bien un continuum entre nationalisme ordinaire et nationalisme belliqueux, est-ce que le nouveau contexte politique, social dans lequel on se trouve aujourd'hui, en France comme en Europe, met un peu de danger sur cette notion? Alors oui, là toujours pareil, oui et non. Oui, parce que la pression que mettent les partis populistes d'extrême droite sur la vie politique démontre que la question du nationalisme, là, violent, belliqueux, on va dire, qui défend l'idée de la supériorité de la nation et surtout d'une appropriation exclusive de la nation comme seule identité ou comme identité supérieure, celle-là, elle nous met en danger. Et en même temps, c'est marquant de voir qu'on a assisté aux élections législatives où quand même le Rassemblement national a obtenu 1 ou 2 millions de voix de plus que les dernières élections, même s'il a échoué dans sa tentative de conquérir le pouvoir. Et on a 5, 6, 10 jours plus tard, un espèce de déferlement, là, de joie, relativement bon enfant, et d'un nationalisme, je le disais, bon, on ne peut pas le qualifier de banal au sens de Billig, mais enfin si, quand même ordinaire, de tous les jours, et qui semble très éloigné finalement du contexte. Donc, je dirais que le contexte politique et le contexte culturel et social, il est clé. Parce qu'une notion, elle ne veut rien dire en elle-même, elle dépend de la façon dont elle est utilisée. Elle ne flotte pas dans l'air, elle est totalement enracinée dans la société. Et dans le même temps, si je continue à parler de l'Union européenne, est-ce que les transferts de compétences, est-ce que la monnaie européenne, est-ce que tout cela c'est un danger pour ce nationalisme ordinaire, ce nationalisme banal? Alors non, parce que d'ailleurs les travaux de Sophie Duchesne, qui a beaucoup, je le disais, travaillé sur le nationalisme banal ou ordinaire, ont déjà démontré à la fin des années 90 qu'il y a un continuum d'appartenance, notamment entre l'appartenance régionale et l'appartenance européenne. Vous pouvez tout à fait vous sentir très fier de votre région et fier d'être européen. En revanche, il est vrai que on partage des identités au sein d'un même corps, d'un même esprit? Évidemment, en fonction des contextes, vous pouvez vous dire, moi je suis fier d'être breton et en même temps je suis content que la Bretagne soit en Europe. C'est le cas de la Catalogne, c'est le cas de l'Écosse. Regardez l'incroyable patriotisme européen des Écossais qui, après le Brexit, justement, en faisait une raison de plus pour devenir indépendant, pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Donc c'est tout à fait possible. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on constate dans les enquêtes sur le nationalisme que l'appartenance nationale, c'est-à-dire la référence, l'identification à la nation France, elle peut être combinée avec une appartenance régionale forte, mais moins avec l'appartenance européenne. En d'autres termes, plus vous vous sentez fier d'être français, moins vous avez de chances de dire que vous êtes fier d'être européen. Et là, par contre, c'est à mon avis un sujet d'inquiétude potentielle. On est loin de ce que Jürgen Habermas avait appelé le patriotisme constitutionnel, cette idée qu'on pourrait appartenir juste à des valeurs, là justement qui flottent un peu dans l'air. Malheureusement, on n'en est pas encore là. On est sorti donc des années 90. Est-ce qu'il faut lire Michael Billig aujourd'hui et pourquoi ?
Oui, il faut lire Michael Billig aujourd'hui, d'abord parce que c'est passionnant. Je vous rappelle, un des premiers livres cités dans le monde sur la question du nationalisme, même s'il n'est pas très connu en France, vous l'avez rappelé, parce que c'est un concept qui est totalement opérant pour réfléchir aux structures de la vie quotidienne. Et encore une fois, c'est pas forcément dénoncer les Jeux Olympiques que de dire, quand vous observez ces marées de drapeaux français, les gens qui chantent la Marseillaise à tue-tête, bon, vous pouvez vous interroger, c'est le rôle des chercheurs, mais aussi des citoyens, de se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, on n'avait pas l'idée de peindre ses enfants en couleur drapeau français quand vous aviez un match de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est devenu d'une banalité totale. Bon, encore une fois, moi, je ne le ferai pas personnellement, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est négatif. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on le fait. Merci Vincent Martini. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de Michael Billig et de son nationalisme ordinaire. Et vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique. Et vous avez notamment écrit en 2010 « Penser le nationalisme ordinaire ». C'était dans la revue Raison politique. Il est 19h30 à l'écoute de France Culture.